C'est le pays le plus connecté du monde. La Corée du Sud, 50 millions d'habitants, 13e puissance mondiale. Un pays où la technologie préfigure peut-être ce qui sera notre futur. Dans Séoul, la capitale, un monde nouveau prend forme, façonné par le réseau Internet le plus rapide de la planète. Ici, les hommes et les femmes sont plongés en permanence dans la réalité virtuelle. Les citoyens vivent les yeux rivés sur leurs écrans. Dans la capitale, cette débauche de technologie a pris le contrôle de l'espace public. Les habitants sont tracés, épiés, filmés par plus de 30 000 caméras de surveillance. C'est 30 fois plus qu'à Paris. Et puis, il y a les dizaines de milliers de caméras installées par les citoyens. On estime que 8 voitures sur 10 sont équipées de black box, de caméras de surveillance. Et je pense que bientôt toutes les voitures en auront. Au début, les gens étaient réticents, ils avaient l'impression d'être traqués en permanence. Mais aujourd'hui, il y en a tellement qu'ils ont été obligés de l'accepter. Il y a des dérives, bien sûr. En filmant tout et en permanence, les Coréens sont en train de mettre à mort le concept de vie privée. Ils sont aussi les premiers consommateurs de caméras cachées au monde. Dans les toilettes publiques, les transports en commun, sous les jupes des filles, elles servent à salir des réputations ou à faire chanter des victimes. Pour les autorités, il est devenu impossible de tout contrôler. Alors les citoyens ont été contraints de s'organiser. Le pays a donné naissance à une nouvelle classe d'internautes engagés. On les appelle les netizens. Ces netizens, ce sont de simples citoyens, les nouveaux justiciers d'Internet. En quelques années, ils sont devenus de véritables enquêteurs. Ils font le travail des journalistes, de la police, de la justice. Ils combattent les trafics, enquêtent sur des catastrophes ou des détournements de fonds publics. Leur mobilisation a même mené à la destitution de l'ancienne présidente de la République. Ces netizens veulent fonder avec la toile une société meilleure, plus transparente. Ils sont devenus les nouveaux chiens de garde de la démocratie coréenne. Hongdae, un quartier étudiant à l'ouest de Séoul. Dans un petit sous-sol, deux jeunes femmes, deux netizens, sont penchées sur leur ordinateur. Regarde, sur ce site, il y a plus de 3000 vidéos dans la catégorie caméra cachée. Elles s'appellent Yena et Abyo. Elles ont 30 ans à peine et elles combattent ce qui est devenu une sinistre culture en Corée du Sud, celle des molkas. Les molkas sont des vidéos tournées en cachette qui montrent des scènes de Ça peut être des films tournés dans la vie quotidienne, sous la douche, dans le métro, sous les jupes des filles. Elles sont filmées par des inconnus ou des membres de la famille. Certaines vidéos sont tournées en boîte de nuit. Le spectre est très large. Mais le plus souvent, ce sont les petits copains qui filment en cachette. Yena et Abyo ont monté une association. Financée par des dons, elle soutient les femmes dont les vidéos compromettantes sont diffusées sur Internet. On a créé notre association parce que la police ne prend pas en compte les plaintes. On peut dire que le gouvernement reste indifférent face aux crimes sexuels en ligne. Alors, elle pousse les victimes à porter plainte, les aide à monter des dossiers pour les procès. Elles font pression sur les juges. Et puis, elles mènent un autre combat, un combat pour supprimer leur outil de travail à tous ceux qui utilisent les caméras cachées. Elles veulent les faire interdire dans tout le pays. On va au marché de Seonsanga. Il paraît qu'ils vendent des caméras espions partout à l'intérieur. Seonsanga, c'est le marché électronique de la capitale. Sur des milliers de mètres carrés, des centaines et des centaines de petites échoppes sont alignées. Tout le monde connaît cet endroit, mais les vendeurs n'aiment pas la publicité. Nous sommes contraints, nous aussi, d'utiliser une caméra cachée, mais c'est pour la bonne cause. J'ai l'impression qu'on va trouver plein de molkas ici. Molka, le nom des vidéos volées est devenu celui des caméras.
Regarde ici. Viagra, produits aphrodisiaques et caméra cachée. Nous touchons au but. Dans cette échoppe, le patron commence par nous sortir son modèle le plus vendu. Waouh, c'est une caméra bouton? Celle-là coûte pas cher, 100 €. Ah, c'est ça la caméra? Mais c'est tout petit. Pour une somme comprise entre 30 et 200 €, le vendeur propose des modèles à placer partout et pour toutes les situations. Comment ça marche? C'est ici qu'il faut insérer les cartes mémoire. C'est la première fois que je vois ça. Vous, mesdemoiselles, vous n'avez pas besoin de ces gadgets. Mais qui en a besoin alors? J'en sais rien, moi. Personne ne veut parler de cela ici. Pourtant, en 10 ans, les délits liés à l'utilisation de Molka ont progressé de 800%. Un délit sexuel sur 4 est aujourd'hui dû à l'usage de ces caméras. D'autres vont encore plus loin. Des netizens qui ne se contentent plus de faire pression, mais vont jusqu'à enquêter lorsque les autorités ne font pas leur travail. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux. Il est un héros, mais un héros sans visage. Toute la Corée connaît son surnom, Zaro, mais personne ne sait qui il est. Il nous a donné rendez-vous dans une église, au cœur de la capitale. Il y a 5 ans, ces révélations sur les tentatives de l'État pour influencer l'élection présidentielle ont fait chuter le patron des services de renseignement. Depuis, il se cache. Je pense qu'en Corée, la méfiance, le manque de confiance dans les médias, le gouvernement, les services de renseignement sont plus forts qu'ailleurs. En tant que netizen, je voulais faire entendre ma voix sans me laisser influencer par qui que ce soit. Et je crois que les Coréens ont commencé à aimer Zaro quand ils ont pris connaissance de mes enquêtes. Zaro nous a donné rendez-vous une semaine plus tard à Mokpo, une ville côtière, tout au sud du pays. Je ne fais pas partie des médias. Je ne suis pas un membre important d'une association. Je ne fais pas partie de la sphère politique. Je suis un simple citoyen qui désire ardemment que les vérités cachées de notre société soient mises au jour. À Mokpo, Zaro vient enquêter sur une catastrophe. Partout, ces rubans jaunes et ces portraits d'enfants, ceux des victimes de l'accident le plus tragique de l'histoire de la Corée du Sud. Au loin, derrière les grilles, la carcasse éventrée du Sewol, leur tombeau. Le 16 avril 2014, ce ferry croise au large de Mokpo. À son bord, 476 passagers. À 8h55, pour une raison encore inconnue, le bateau chavire. Il mettra 3 heures à couler. Et ces images, les dernières de ces enfants en voyage scolaire, vont traumatiser le pays tout entier. À 9h15, le bateau penche. À l'intérieur, les enfants ont encore le sourire et l'impression de vivre une aventure. On leur a donné l'ordre de rester à l'intérieur. Ce qu'ils ignorent, c'est que dehors, une partie de l'équipage est en train d'embarquer sur les canots de sauvetage. Les minutes passent, le bateau gîte de plus en plus, et certains enfants commencent à réaliser que tout cela n'est peut-être pas un jeu. Comment on va faire? J'ai trop peur. Maman, je suis vraiment désolée. Papa aussi, je suis désolée. Mais non, on va survivre. On se revoit très vite. Ce sont les derniers sourires. À midi, le bateau a presque disparu. Beaucoup de passagers sont encore à l'intérieur. 304 d'entre eux vont mourir dans l'épave du Sewol. La Corée est en deuil et sans réponse sur les circonstances de l'accident. Alors Zaro a enquêté. Le netizen s'est fait justicier. Pendant 2 ans, sur son temps libre, il a rencontré des experts, des scientifiques et des témoins. Il a aussi étudié l'architecture navale. En décembre 2016, il dispose d'assez d'éléments pour diffuser sur Internet un documentaire baptisé Sewolix. Voici le documentaire diffusé par un netizen qui se fait appeler Zaro.
Il s'appelle Seoul-X. C'est un documentaire de 9 heures. Il est en tête de toutes les recherches sur Internet. On parle de Zaro sur toutes les télévisions du pays. Un netizen affirme qu'il va révéler toute la vérité sur la catastrophe du Sewol. Tout le pays a les yeux rivés sur lui. Dans son enquête, Zaro pose une question centrale. Pourquoi le Sewol s'est-il retourné? Il tente aussi de mettre au jour les liens des propriétaires du bateau avec le pouvoir. Il veut enfin comprendre pourquoi le gouvernement a refusé de renflouer la carcasse. Elle pourrait donner des explications sur le drame. L'impact du documentaire est énorme. Il remobilise les familles et le gouvernement finit par céder. L'épave du Sewol sera renflouée. Ce jour-là, le gouvernement a dépêché le tout nouveau ministre des Affaires maritimes pour tenter de calmer la colère des familles. Quand on lui pose la question de la lenteur des autorités, il rejette la responsabilité sur le gouvernement précédent. On a l'impression que le gouvernement n'a rien fait dans cette affaire et que c'est seulement grâce aux citoyens que les choses ont bougé. Oui, c'est vrai. Le désastre du Sewol n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est un accident où l'on aurait pu éviter autant de morts. Si le gouvernement avait fait tout son possible, ce type d'accident n'aurait pas eu lieu. Et même s'il avait eu lieu, on aurait pu éviter les dégâts au maximum. La responsabilité est celle du gouvernement précédent, pas d'une autre. D'une certaine manière, je voulais donner une leçon aux politiques. Moi, je suis un simple netizen, je n'ai pas de mandat pour mener des enquêtes. Je n'ai aucun moyen, seulement une volonté de faire. Tout seul, j'ai réussi à trouver des informations. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ce n'est pas terminé. La vérité sur le Sewol, c'est à partir de maintenant qu'elle va être dévoilée. 4 ans après le naufrage, il continue chaque soir à venir se recueillir ici. Anonyme, simple citoyen venu de tout le pays, il contemple au loin ces traces d'une des plus grandes catastrophes du pays. Ce que les netizens leur ont transmis, c'est cette volonté farouche de ne pas laisser les souvenirs tragiques s'envoler. Un citoyen ordinaire face au réseau de la politique, il fallait aimer le risque. Il en fallait de l'audace. Zaro a lancé un mouvement que plus rien ne peut arrêter. En Corée, les netizens sont en passe de devenir le premier contre-pouvoir. Dans le nord de la capitale, nous allons rencontrer les plus médiatiques d'entre eux. Ce matin, ils ont rendez-vous dans un quartier peu fréquenté de la vieille ville. Ils sont 5 et ils se sont donné un nom de super-héros, les Avengers, les Vengeurs en français. Bonjour. Tu vas bien? Ensemble, ils enquêtent sur l'un des plus gros scandales politiques de l'histoire de la Corée. Moi, je suis journaliste d'investigation depuis 10 ans. Lui, c'est un ancien inspecteur des impôts. Il a travaillé sur l'argent sale. Et lui, là, il a travaillé pour l'un des suspects. Il a surtout gardé beaucoup de documents accablants. Parmi les personnes visées par leur enquête, on trouve l'ancienne présidente de la Corée du Sud. Elle aurait détourné plus de 17 millions d'euros avec l'aide d'une de ses proches. L'affaire avait provoqué la colère de millions de Coréens. Pendant des semaines, ils avaient défilé dans les rues jusqu'à obtenir la démission de la présidente. Le lendemain de sa chute, s'ouvre une sorte de procès du siècle. Dans le box des accusés se succèdent politiciens et grands patrons d'industrie. L'ancienne présidente sera finalement condamnée à 24 ans de prison et 13 millions d'euros d'amende pour corruption et abus de pouvoir. Ce que veulent aujourd'hui les Avengers, c'est forcer la présidente à rendre au peuple les millions détournés. Ce jour-là, un autre Avenger vient de leur donner une information capitale. En épluchant les relevés de compte de différentes sociétés liées à la présidente, il a fait une découverte qui va les entraîner à l'autre bout du monde. Quelques jours plus tard,
leur avion se pose en Allemagne. Ils ont fait 8000 km pour arriver jusqu'ici. À une quarantaine de kilomètres de Francfort, leur enquête les a menés jusqu'à ce petit village, niché dans la forêt. À Schmitten, les Avengers sont sur les traces d'un pactole de plusieurs millions d'euros. Ah, regarde cette maison. Ce pactole, il a été détourné par la présidente et son ancienne confidente, Choi Soon-sil. Ils sont ici pour trouver des preuves. Là-bas. Ça y est, on a trouvé une boîte aux lettres avec des noms d'entreprises. Regardez, ATG Holding et ATG Mobile. Ce sont des sociétés écrans qu'on soupçonne Choi Soon-sil d'avoir créées pour dissimuler sa fortune et pour blanchir son argent. Pour les Avengers, c'est une découverte cruciale. La première étape pour tenter de mettre au jour le système d'évasion fiscale à très grande échelle lié à l'ex-présidente. À Schmitten, il existe même un restaurant coréen. C'est là qu'ils ont rendez-vous avec le plus discret des Avengers, celui qui travaille avec eux dans l'ombre. Hé, salut! Abaris, c'est le nom de code de ce netizen coréen installé en Allemagne. Alors, dis-nous tout. J'ai identifié un gars, Bikas. C'est un prête-nom de Choi Soon-sil. C'est lui officiellement le patron de l'entreprise ATG Mobile. ATG Holding et ATG Mobile, ce sont les deux sociétés dont le nom figurait sur la boîte aux lettres. D'après les recherches menées par Abaris, ces deux entreprises auraient réalisé d'autres investissements dans la région, des hôtels notamment. Elle est là, la preuve du blanchiment d'argent. Ils pensent qu'on n'arrivera jamais à le prouver. Si on y arrive, c'est fini pour eux. Ce qu'Abaris doit encore prouver, c'est que les fonds qui ont alimenté ces deux sociétés venaient bien de Corée du Sud, de l'entourage de la présidence. Alors seulement, la mission des Avengers prendra fin. Les netizens sont devenus des pièces essentielles de la société sud-coréenne. Il y en a des célèbres, mais il y a surtout des milliers d'anonymes. À 300 km au sud de la capitale, Suncheon, une ville de 300 000 habitants. Dans ce quartier populaire vit la famille B, Allez, mange. une famille ordinaire. Il est déjà 35. Bon, les enfants, maintenant dépêchez-vous d'aller vous brosser les dents. Fais bien attention à toi. Non, le chien! Toi, tu sors pas. Allez, au revoir. Super. À moi la liberté. C'est le moment pour cette femme au foyer de se transformer en redoutable netizen. Une fois que mes enfants sont partis à l'école, je ne suis plus la maman Bae Jae-yeon, mais Bae Jae-yeon tout court. C'est le meilleur moment de ma journée. Madame B est une journaliste citoyenne. Elle travaille pour la plateforme coréenne Oh My News, le plus grand site de journalisme participatif au monde. Comme elle, des dizaines de milliers de Coréens passent leur temps à enquêter et publier des articles sur des affaires de proximité. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller sur le site de la mairie de Suncheon pour voir s'il y a des communiqués de presse ou des informations intéressantes. Comme je travaille seule, ça m'aide pour trouver des idées de reportage. Mais Madame B ne se contente pas de fouiller Internet. Elle mène aussi de véritables enquêtes de terrain dans sa ville. Travaux sur la voirie, attribution de chantiers publics, rien ne lui échappe. Son téléphone est son arme. Elle note, photographie et enregistre tout. Là, je vais voir un jardin pour un article. J'ai visité cet endroit par hasard récemment et je me suis rendu compte que les travaux n'avaient pas été faits correctement. Aujourd'hui, je vais donc voir si la situation a évolué et je vais chercher des éléments pour appuyer mon enquête. La construction par la municipalité de ce petit jardin d'agrément s'est achevée il y a quelques mois seulement.
Ce jardin est présenté comme le modèle du jardin traditionnel coréen. C'est même écrit à l'entrée. Mais si vous regardez les détails, tout est fait à la va-vite. Il y a malfaçon, c'est sûr. Regardez, on peut toutes les démonter. Tous les contrats concernant ce jardin ont été faits à l'amiable. Il n'y a eu aucun appel d'offres. Et très souvent, quand il n'y a pas d'appel d'offres, ça veut dire qu'il y a eu des négociations sous le manteau. Quelques jours après cette visite, la mairie a réagi. Elle a promis de faire la lumière sur l'attribution de ce marché et d'effectuer les réparations nécessaires. Il faut dire que l'enquête de Madame B venait d'être publiée sur le site Domain News. Les netizens sont en train de changer profondément la Corée. Ils sont devenus incontournables et les autorités l'ont bien compris. Séoul, le quartier général de la police. Ce matin, un jeune officier a réuni une trentaine de personnes. Bonjour, je suis le lieutenant Yang, responsable des Nouricop dans le département de la sécurité informatique. Les Nouricop, ce sont des netizens qui collaborent avec la police. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont décorés pour leur participation à des enquêtes. Nous remettons ce diplôme à Monsieur Park de l'Université de Séoul. Vous avez montré votre attachement à la police, vous y avez mis tout votre engagement et surtout, vous nous avez aidés dans la prévention des crimes sur Internet. Nous vous en remercions. Certains ici sont étudiants, ingénieurs informatiques ou encore hackers. Chacun possède un domaine d'expertise très pointu. Nous, les netizens, on est un peu plus calés que la police sur les réseaux sociaux, les communautés en ligne, ce genre de choses. On se répartit le travail. Les policiers se concentrent sur les situations générales et nous, on enquête sur des choses plus pointues. L'unité des Nouricop a été créée en 2007. Venez, entrez. L'équipe numéro 3 spécialisée dans le piratage informatique, c'est de ce côté. Bonjour, venez, asseyez-vous. Aujourd'hui, les nouveaux rencontrent les inspecteurs avec lesquels ils vont travailler cette année. Ils n'ont pas souvent l'occasion de rencontrer des enquêteurs comme nous. Ils peuvent nous poser des questions, on peut leur expliquer comment on travaille et les aider à comprendre ce qu'on attend d'eux. Les types de délits sont tellement variés et les moyens n'arrêtent pas de se perfectionner. Nous découvrons sans cesse de nouveaux types de crimes. Et puis il y a la masse de données sur Internet, c'est énorme. Plus nous avons de personnes susceptibles de nous rapporter des indices de crimes, plus les possibilités de prévention ou d'arrestation sont grandes. C'est pour cela que nous avons besoin de la participation active des netizens, des Nouricops. Cette année, 800 netizens bénévoles ont ainsi collaboré avec la police sud-coréenne et chaque année leur nombre augmente. Dans un pays où les données échangées sur Internet sont 5 fois plus importantes qu'en France, les autorités n'ont depuis longtemps plus les moyens de tout contrôler. Dans cette jungle, les netizens sont alors un recours. Le dernier recours parfois. Face au trafic, face à la corruption, ils sont peut-être en train de redonner toute leur place aux citoyens.